Moss in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Bonsoir, bienvenue à tous dans la meilleure émission sur YouTube, sur la NFL. La meilleure parce que j'ai décrypté. De toute façon, il y a les meilleurs experts qui sont là tous les soirs. Enfin, j'en ai plus qu'un qui reste avec nous, Super Rémi, qui est le seul survivant. Bonsoir Rémi. Salut Scooby. Et on a un invité de marque quand même, un ancien gagnant de l'émission de Prono. Donc allez sur Prono NFL et vous serez une star comme lui. Vous aurez la chance de participer avec nous à l'émission. C'est Pierrot. Bonsoir Pierrot. Salut, bonsoir tout le monde. Donc, pour rappeler l'émission, on est là, on rigole bien, on parle de football, on parle de NFL surtout. Parfois on divague, parfois on rigole, parfois on pleure, parfois on est content, parfois on est surpris. Et pour moi, ce soir, on est content à une partie parce que ça y est, ils l'ont fait. Les New York Jets ne sont plus la seule équipe à ne pas avoir gagné de match. Victoire contre les Bengals 39-38. En plus, c'était assez symbolique parce que juste avant, on avait appris le décès de Nick Mangold, un des joueurs historiques des New York Jets, un des meilleurs centres, un de mes joueurs préférés qui m'a fait aimer les Jets justement. Et en plus, on en parlait avec Rémi, l'émission précédente, les jeunes joueurs qui mouraient. Bah là, pareil, 41 ans, problème rénaux. Voilà, donc ils n'ont pas marqué 74 points au total dans le match, mais 77, donc c'est assez proche pour faire un peu de numérologie, mais écoute, c'est quand même, c'était un beau match de football, victoire 39-38 pour les Jets, très bonne remontée en quatrième quart-temps, très belle attaque encore, on a vu un Brissol qui n'a jamais été aussi bon. Défensivement, les Jets ont tenu la fin du match, même si ça a été compliqué. Tiens, Pierrot, ouvre le bal sur ce match, quand même qui était pas mal. Hein. Un beau match. Un super match, surprise. Voilà, moi je suis content que les Jets aient gagné parce que je trouve qu'ils le méritaient sur ce match. Ils sont allés le chercher. Et puis franchement, le TD de Bristol à la passe pour le Tylen Taylor, c'est incroyable. Franchement, je dois dire. Pour moi aussi. Et c'était certainement le match avec le plus de suspense la semaine dernière, donc j'ai jeté un coup d'œil. C'était bien sympa. On me dit dans l'oreillette que ça a été pas très compliqué au niveau suspense, mais oui, effectivement, c'était. Il y a eu beaucoup de raclés. Rémi, les Bengals, ça y est, c'est foutu, Joe Flacco? Bon, c'est foutu Joe Flacco. On sait qu'il a son âge, il est toujours talentueux. Je pense qu'il est meilleur que pas mal d'autres starters QB dans la NFL. J'ai pas peur de le dire. Puis ils empilent quand même 38 points. Donc est-ce que la faute n'est pas défensive quand on perd un match en scorant 38 points? Faut peut-être demander ça à Dallas ou aux Jets du coup. Défense des Bengals qui a toujours été remise en question depuis très longtemps, que c'était un peu un running gag. Cette année, ils ont, alors si j'écorche son prénom, je suis désolé, Al Golden de Notre-Dame, qui a amené l'équipe de Notre-Dame avec Marcus Freeman en finale NCAA qui ont perdu contre Ohio State. Mais ce qui nous montre, encore une fois, je parle beaucoup des coachs parce que je trouve toujours ça très intéressant, mais qu'un coach, c'est pas un faiseur de miracles. On en parlait souvent avec Brian Callahan, mais c'est pas parce que tu es un bon coach que tu vas gagner des matchs, et c'est pas parce que tu es un bon coach qui a fait des belles choses que tu vas refaire ça. Moi, je voulais en parler aussi vite fait de Steve Wilkes, le coordinateur défensif des Jets, qui a été très bon avec les Panthers, qui a fait de très bonnes choses, mais bon, Baker Mayfield le boude encore, mais ça reste quand même qui a fait de belles choses défensivement, mais voilà, faut constater que les défenses des Jets, effectivement, c'est assez aléatoire. Là, il y a 2 semaines, c'était plutôt bon, mais offensivement, il n'y a rien. Là, cette semaine, l'offense était très bonne, mais défensivement, c'était n'importe quoi. Donc, c'est un peu le what if NFL. Et je voulais faire ce point-là sur vous, sur bilan de la mi-saison. On va parler un peu de la mi-saison, de ce qui a été fait, ce qui a été pas bien, ce que vous avez aimé. Et je pense que s'il y a bien un mot, justement, en coordination avec ça, c'est quoi ce bordel, en fait? Jérémy, explique-moi ce que ce bordel. T'expliquer le bordel, c'est compliqué, mais en tout cas, force est de constater que c'est le bordel. On a une saison qui pourrait être aussi une saison un peu en 2 chapitres, parce que au final, on a des équipes un peu surprises qui sortent du lot. Je pense aux Colts que personne ne voyait, avec un bilan de 7 victoires pour une défaite. Ceux qui me disent ça seraient un peu menteurs, je pense, ou alors très optimistes et fans des Colts.
On a des Chiefs qui ont mal commencé, qui pour finir reviennent un petit peu sur les rails, mais bon, c'est un petit peu laborieux. Des Ravens qui font un début de saison catastrophique avec une absence de Lamar qui coûte très très cher, mais c'était malgré tout pas très brillant, même quand il était là. Oui, ça part un petit peu dans tous les sens. On a des favoris qui s'effritent, on a des bons joueurs qui jouent mal, des joueurs qu'on n'attendait pas qui performent. On a par exemple des Bucks qui font une super saison, on les attendait moyen bons. Au final, c'est plus que bon. On a Baker Mayfield qui fait une super saison. On n'a jamais craché sur Baker Mayfield ici. Ça, c'est vrai qu'on a toujours bien aimé le profil, même quand il était un petit peu moins bon. Et malgré tout, on peut quand même s'étonner de telles performances, parce que c'est chouette de le voir performer à ce niveau-là, en l'absence souvent de pas mal de receveurs et maintenant de son running back. Donc ouais, ça part un petit peu dans tous les sens. Ça rend pour moi la NFL un peu croustillante. Je pense notamment à la NFC West, où on a au final 3 équipes qui sont coude à coude, des Niners qui subissent les blessures mais qui restent quand même compétitifs, des Rams qui sont franchement bons et des Seahawks qui sont pour moi aussi une assez belle surprise. On a des quarterbacks qui reviennent de nulle part. On a parlé des Colts, on a quand même des quarterbacks qui sont, je vais pas dire des nobody loin de là, mais personne ne les annonçait comme des top quarterbacks cette saison, et au final, ils viennent truster des places de meilleur QB de l'année. Donc voilà, oui, c'est un joyeux bordel, mais j'en suis assez content parce que ça faisait 3-4 ans, je trouve que la NFL devenait un petit peu, entre guillemets, redondante. On avait une domination absolue des Bills, des Chiefs, des Ravens d'un côté, sans trop de surprises, des petites équipes qui venaient picorer l'une ou l'autre victoire. Et voilà, c'est peut-être moins fun. Là, j'ai l'impression que l'ordre établi est en train d'être secoué. C'est vrai que le retour des Chiefs à un bon niveau pourrait me faire taire très vite, mais malgré tout, je me réjouis de voir des surprises chaque semaine, de voir des équipes qui se battent, de voir des équipes, comme tu l'as dit, les Jets qui sont à 0 victoire, mais qui malgré tout, je pense, peuvent ennuyer à peu près tout le monde. Parce que, voilà, ça reste une équipe qui a du talent. Ça reste une équipe avec, pour moi, un potentiel bien plus élevé qu'une fiche de 1-7. Je sais pas ce que t'en penses, Pierrot. Bah, mais Rémi, il a volé ce que je voulais dire, parce que c'est certainement la chose qui me questionne le plus cette année, c'est ces quarterbacks qui ont été choisis très haut à la draft, et j'en citerai 3, Darnold, Jones et Mayfield, qui ont eu des débuts de carrière très compliqués, et qui là, je pense qu'on peut le dire, sont quasiment top 10 QB, et qui vont certainement emmener leur équipe en playoff. Moi, je trouve ça assez fou, et ça me questionne beaucoup, parce que ça veut dire que c'est juste parce qu'ils ont plus d'expérience, juste parce que les schémas offensifs et le coordinateur s'adaptent à eux, ou simplement que le supporting cast est meilleur. Et voilà, et j'ai envie de dire, est-ce que Trevor Lawrence aux Rams serait un génie, par exemple? Franchement, on va se poser la question. Et je trouve que mais c'est même presque le processus de la draft qui est remis en cause, je trouve, quoi. C'est fou, c'est ce qui me questionne beaucoup cette année. Et je trouve ça assez dingue. Et oui, là, je trouve ce qui est aussi dingue, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Et moi, c'est ce que j'aime dans la NFL, quoi. Donc c'est pour ça que je kiffe ce sport, quoi, entre autres. Et toi, si tu avais un élément de réponse à donner là-dessus, parce qu'on a ce débat-là toutes les semaines avec Scooby, en fait. Quid de ces quarterbacks qui sous-performent, entre guillemets. Nous, on était d'accord sur le point de dire on va trop vite avec le quarterback et on leur met trop vite la pression, ils sont trop vite dégagés. Mais combien de temps on doit leur donner? Est-ce que c'est vraiment... Parce que oui, le coaching staff peut jouer beaucoup, le système peut jouer beaucoup. Et voilà, je sais pas, toi, quel est ton avis là-dessus? J'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est que les Vikings aujourd'hui, l'année dernière, ils avaient Daniel Jones et Sam Darnold. Et je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes des Vikings, c'est leur poste de QB. Maintenant, ils n'ont plus personne. C'est un peu ça. Pour l'anecdote, Carson Wentz out saison. Hein, out saison pour Carson Wentz. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est marrant, la récupération de l'année 2018, en l'occurrence pour les quarterbacks, on a eu Mayfield, on a eu Darnold, on a eu Josh Allen, Lamar Jackson qui brillent tous, là, les premiers tours. Il y en a un qui manque, vous vous rappelez de ce qui c'est? Attends, t'as cité qui? Josh Allen, Lamar Jackson, Mayfield et Darnold. Ah là là, on a tous oublié Josh Rosen. Ouais, Cardinals. Ah, les Cardinals. Josh Rosen qui est maintenant, il me semble, promoteur immobilier ou quelque chose comme ça. Mais vous savez que ce qui est assez marrant en plus, c'est que si Mayfield, alors là ça va être compliqué hein, parce qu'avec les blessures, mais s'il gagnerait un MVP, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de classes de draft. On a eu 3 MVP, à savoir Lamar, Josh Allen et Mayfield. Je pense qu'il n'y en a jamais eu presque 3 MVP. Peut-être celle de 83 avec John Elway, Dan Marino et
et Jim Kelly à vérifier. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant. Mais bon, en tout cas, comme bilan de cette saison, en tout cas, on peut dire une chose qui me paraît claire. Laissez développer les quarterbacks déjà. Oui. Hein. Parce que Daniel Jones, Sam Darnold, on les a envoyés sous le bus. Matthew Stafford, qui nous fait la meilleure saison de sa carrière aussi, on a envoyé un peu sous le bus. Ben, bizarrement, qu'on laisse un peu de temps, ça change. Et l'autre point qui me paraît essentiel quand même, c'est de se dire... moi, je trouve qu'il n'y a plus d'équipe dominante, non pas parce que tout le monde devient bon, mais plutôt que le niveau, voilà, il shrink un peu, il diminue, ça devient un peu moins intéressant sur plusieurs aspects du jeu. On va pas venir dans les détails, mais en tout cas, voilà, c'est bien pour une raison que tout le monde peut battre tout le monde et que moindre semaine, en fait, des upsets entre guillemets, ça n'existe plus, quoi. Donc c'est ça qui me paraissait important de soulever. Moi, je pense que le niveau haut, il diminue, je suis d'accord avec toi. Les grandes équipes n'arrivent plus à dominer comme elles l'ont fait. Mais je pense que le niveau bas de la NFL, il augmente quand même. Pour moi, il y avait des équipes faibles qui étaient vraiment catastrophiques. On se souvient tous des Lions qui se retrouvaient avec 0 victoire dans la saison et ça surprenait personne, quoi. Et pourtant, ils avaient 2-3 joueurs de talent quand même. Mais le reste de l'équipe était catastrophique. Mais les Lions, cette année-là, il me semble qu'ils ont à peine perdu leur match, hein, au final. Hein. Et ils ont perdu d'une ou deux possessions max par match. Hein. Ils n'ont jamais pris de raclée quasiment. Mais peut-être qu'il y a plus d'uniformité dans la moyenne, dans le sens qu'il y a plus d'équipes moyennes. Tout le monde est moyen. Tout le monde a un joueur plutôt bon dans son équipe. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, il y a moins de grandes stars ou de grands joueurs dominants parce qu'on va revenir à cette question. C'est qui le MVP de cette mi-saison? Et c'est vrai que c'est très dur à répondre parce qu'en soi, il y a personne qui survole. Hein. Pour moi, il y en a un, mais ce sera jamais MVP, c'est Taylor, quoi. Mais... Ouais, moi je suis d'accord. Si je suis un jour, c'est Jonathan Taylor. Ah oui, voilà. Voilà. On est tous les trois d'accord, et je pense que après, je pense que toutes les personnes qui suivent la NFL sont d'accord. C'est juste qu'on renomme ce titre de MVP en meilleur quarterback, quoi, de l'année, parce que Taylor qui a quand même 12 rushing touchdowns. Hein. Je préfère le souligner parce que c'est pas anodin. 12 rushing touchdowns, c'est énorme. Surtout à une époque NFL où on a quand même beaucoup moins de TD à la course, hein, il faut le souligner. Et c'est vrai que des équipes. Alors, moi, j'ai toujours pensé que le record de Tomlinson était intouchable. Alors, je pense pas qu'il va le battre, mais autant s'y approcher à 25 TD, pourquoi pas. Ouais. Mais du coup, la question qui est meilleur coach, meilleure attaque, MVP, est-ce que c'est pas la même équipe? Et la réponse, c'est les Colts. Bon, en tout cas, si on en juge la plus belle surprise, c'est vrai que le coaching staff fait un boulot magnifique. Est-ce qu'on pourrait pas même aller chercher le rookie de l'année avec leur tight end aussi? Pourquoi pas? Dans le top 3, en tout cas. Offensif, hein, rookie offensif. Après, c'est vrai que le receveur c'est le top Bucks, 3 Titan tout court, hein, Tyler Warren cette année presque. Hein. Tout court. Et donc, c'est une équipe qui réussit tout. Voilà. Est-ce de nouveau, on repart aussi dans ce débat, c'est le MVP, c'est qui? C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe? Est-ce que c'est le plus important? Est-ce que sans Daniel Jones, les Colts seraient à 1-7? Je ne sais pas. C'est très compliqué. Il fait une saison magnifique, hein, 13 touchdowns, 3 interceptions, déjà plus de 2 milliards. Voilà, on peut trop rien dire. Mais pour moi, Jonathan Taylor, au-dessus de la mêlée, parce qu'en plus, c'est quand même un gars qui peut faire du bien en troisième tentative. Il s'est réceptionné quelques ballons. Il a déjà 25 réceptions cette saison, ce qui est pas négligeable. Je crois qu'il y a pas mal de receveurs qui seraient contents d'avoir les mêmes stats. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Pierrot. Sans être trop fan du personnage, je pense quand même que Mahomes doit peut-être rentrer dans la discussion, parce que je le trouve quand même particulièrement bon là depuis surtout les 5 derniers matchs. Je trouve qu'il porte pas mal son équipe pour le coup, lui. C'est vrai. Donc je pense une mention pour lui en tout cas. C'est vrai qu'il porte pas mal son équipe. Ouais. C'est vrai qu'il a 17 touchdowns, 4 interceptions, 2099 yards en 8 matchs. Ce qui est quand même des stats un peu à la Mahomes à l'ancienne, entre guillemets, on va dire avant 2020. Moi, j'ai une dernière remarque pour les Colts. Est-ce que la recette miracle, c'est pas d'avoir une des propriétaires sur la sideline avec un casque qui écoute toutes les conneries? Si, apparemment, ça a l'air de marcher en tout cas. La fille de... Voilà. La fille du père, elle a l'air bien présente, ouais.
Jimmy RC qui nous a quittés, Carly RC Gordon dont on parle, la fille, qui est sur la sideline avec un casque, qui écoute tout ce qui est dit, qui prend des notes. Alors je sais pas trop ce qu'elle prend comme notes, mais peut-être que le micromanagement à ce niveau, en tout cas, il dit attention, si j'ai une bêtise, il y a ma boss qui va entendre et qui va me virer. Donc bizarrement, Shane Shayton, il était quand même passé de hot seat à une équipe indésirable, parce qu'en fait les Colts, ils n'étaient pas juste pas très bons l'an dernier. Ils étaient inintéressants. Il me semble que c'est une des équipes quand même dont on regardait le moins de la NFL et qu'on parlait le moins. Et là, il faut croire que maintenant, c'est plus... Voilà, l'an dernier, on parle d'une équipe qui a été à 8-9 et on dirait que dans la tête des gens, elle était à 3-14. Hein. Ouais. Donc voilà, donc là maintenant, c'est devenu une top équipe de la NFL et je pense qu'on peut dire facilement qu'elle va remporter l'AFC Sud. Ah oui, clairement, hein, je pense qu'on peut le dire. Et pour le coup, ça montre aussi que, parce qu'on parle souvent de plantage en draft qui flingue une franchise, qui flingue une décennie, etc. Bah, le plantage Richardson, au final, il coûte pas très cher aux Colts. Hein. Ouais. Merci les Giants. Hein. Pierrot, ta plus grosse déception de l'année? Joueur ou équipe? Tout ce que tu veux. Alors moi déjà, la première déception, c'est la défense des Steelers. Je dis bien 165 millions sur la masse salariale. Et franchement, clairement, pour moi, ils font pas le taf, quoi. Pour être fan des Packers, je veux dire le match de dimanche, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont pris des tonneaux de yards qu'ils doivent jamais prendre, surtout à ce niveau-là. Et je sais que c'est une équipe qui a cette réputation de rideau de fer, voilà. Et là, il y a un problème pour moi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est ma première déception, je dirais, quoi. Ouais, je te rejoins parce que statistiquement, on n'en parle pas. Même si le bilan de l'équipe est bon. Ouais. Pour l'instant. Parce qu'en fait, comparativement, ils ont quasiment des stats à la Bengals, quoi. Ils trustent les 3 dernières places dans pas mal de catégories, c'est quand même... En fait, on va faire simple. Hein. L'AFC Nord, il n'y a pas de défense à part les Browns. Les Browns, ils ont aspiré tout le monde parce que les Browns ont la meilleure défense quasiment du championnat à 3e. Et par contre, Baltimore, Pittsburgh et Cincinnati, j'ai les stats devant moi, c'est quasiment la 25e, 26e et la dernière et l'avant-dernière défense de la NFL. Donc ils ont vraiment pris les Browns. Baltimore et Pittsburgh, c'est quand même des équipes qui sont assez fières de leur défense généralement. On a connu quand même des fameuses défenses dans ces franchises, quoi. Bon, ça leur a pas coûté trop cher les Browns, ça leur a coûté leur attaque, c'est tout. Ils ont c'est soul for soul, comme on dit. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous voulez faire sur cette saison, sur cette mi-saison? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Il y a plein de choses dont on peut parler, c'est vrai, très longuement. Seattle, par exemple, on peut toujours quand même souligner. Jacksonville, qui reste quand même sympa à regarder. Ouais. Je réfléchis un petit peu sur quel point on peut lancer, mais moi je suis quand même surpris. Le coup de cœur de ton équipe préférée, c'est bien, il n'y a qu'un seul coach viré quand même. C'est quand même un miracle. Ouais, c'est vrai. On suit tout. Et en plus, on n'était pas d'accord sur ce coach-là. Mais bon, ça c'est habituel. Si tu devais dire un coup de cœur de l'équipe que tu suis le plus, Kobe, c'est-à-dire les Jets, tu dirais quoi? Un coup de cœur des Jets. C'est dur. Ouais, je sais, je suis désolé. Le roi est de retour à la maison, Nick Folk. Nick Folk qui est toujours aussi clutch, qui est un de mes joueurs préférés, qui est un des rares qui a connu l'époque AFC double fois AFC Championship Game. Ouais. Donc Nick Folk à la maison, que c'est beau. Pour le reste, Brissol peut-être. Allez, Brissol quand même, qui est toujours aussi bon. Et toi, Pierrot, c'est les Packers, c'est ça, hein? Moi, j'en ai un de coup de cœur, c'est merci Jerry Jones. Franchement, mais merci, parce que franchement, personne, non seulement il est bon sur le terrain, mais moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est qu'il a transformé notre défense à lui tout seul. D'autres joueurs de notre défense qui étaient moyens sont devenus très bons, uniquement, j'ai envie de dire, presque à lui, parce qu'il y a toujours des prises à 2 sur lui. Et je pense que c'est devenu une de nos forces, nous qui étions vraiment dégueulasses en run-stop. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est capable de mettre la pression sur le quarterback. Et je dois dire que ça me rend assez optimiste pour la suite de la saison, même si j'ai toujours très peur quand Love lance le ballon. Mais voilà, donc merci Jerry Jones. Ah, je suis content d'avoir ton avis sur Love. J'aime bien. Je tremble à chaque passe. Mais merci pour cette excellente remarque,
parce que on peut quand même souligner que grâce à ce trade, la défense des Cowboys a été vertigineuse cette année, hein, incroyable, 31e place. Et ça nous permettra de nous parler d'un autre match de cette semaine. Après ce super bilan, Broncos contre Dallas, victoire des Broncos 24-44. On en parlait ici, on pensait que ça allait être un shutout avec plein de points. Shutout, pardon, excusez-moi. Et bon, il y a eu plein de points d'un côté, il y a un peu moins de l'autre. Broncos, mine de rien, on n'en parle pas trop dans le bilan de saison, mais qui s'impose comme une des favoris de la AFC, hein, clairement. Ouais. Et donc moi, je me demande, est-ce qu'avec ce match-là, avec la domination quand même, parce qu'on rigole beaucoup sur Dallas, mais offensivement parlant, c'est quand même une belle équipe et les Broncos ont fait le job. Est-ce que les Broncos sont des favoris de l'AFC, sachant que j'ai dit ça avant que notre ami Patrick Surtain se blesse, le deuxième. Oui. Fatalement. Bah pour moi oui. Je sais pas ce que t'en fais. Je vais laisser Pierreux. Je compléterai son avis si j'ai des trucs à rajouter. Je dirais déjà sympa dans la division entre les Chargers, les Chiefs et eux. Déjà belle bataille quoi. Oui, je les vois assez haut personnellement. Je pense qu'il y a tout là. Il y a encore quelques doutes sur Bonix sur ses débuts de match et sur ses quelques passes un peu bizarres, on va dire des fois. Mais ouais, moi je les vois assez haut. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi cette défense, elle m'impressionne vraiment quoi. Donc voilà, plutôt haut pour moi. Non, je suis assez d'accord avec lui. Très curieux de voir la double confrontation avec les Chiefs. Vas-y, Scooby, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, mais c'est vrai que moi, au-delà de leur défense qu'on encense souvent, moi c'est leur attaque. Hein. Ils scorent pas mal. Hein. Bonix fait le boulot et on a toujours un peu sous-estimé, enfin toujours, je trouve qu'on n'a jamais apprécié ça, qu'on n'a pas parlé des génies entre guillemets ou des grands coachs Sean Payton, mais fort de constater que quoi qu'il fasse ou qu'il soit, il fait le taf, il fait le job. Top 10 de l'attaque de la NFL, en tout cas pour les Broncos. Là, ça fait 2 semaines de suite où ils nous offrent des matchs offensivement bien. Alors, la semaine dernière, c'était un peu spécial, mais en tout cas, cette semaine, c'était un trop beau match. Et bon, PS2 qui se blesse, ça d'ailleurs j'adore son surnom, mais ça nous embête un peu. Mais c'est vrai que les Broncos, moi, ça me fait plaisir que j'ai l'impression d'être en 2007 quand je vois le classement de l'AFC. Quand même, c'est quand même magique. À savoir Colts, Patriots, Denver, Pittsburgh. J'ai dit, ça y est, on est revenu dans le passé. Même Chargers qui sont 6e. Allez, il y a Philip Rivers, Big Ben qui sont revenus. Bon, il y a juste Buffalo. Buffalo, ils ont rarement été dans le top 5 hein, dans les années 2000. Mais effectivement, Broncos, pour moi, charger la FC West, ça va être la guerre totale. Autant, parce qu'il y a des divisions, ça a été plus facile que d'autres, mais la FC West, ça va être la guerre totale pour l'avoir. Par contre, effectivement, être en playoff, c'est plus qu'envisageable. Ouais, je suis assez d'accord. Au final, quand je regarde le classement de plus près, j'ai l'impression que ça se décide en fait pas trop mal au niveau de l'AFC. Bon, je dis pas trop mal parce que je suis bien content de voir le bilan de mes Patriots cette saison et de les voir dans le top 7. Mais en fait, à 8e place, on a Jacksonville qui est pour moi en train de sombrer totalement. Je les vois pas se relever de leurs 2 performances. Pour être gentil, je vais dire lamentable, des dernières semaines. Et donc voilà, au final, ça se dessine sur un classement serré entre les 7 premiers, mais oui, on a quand même derrière les Texans qui peuvent revenir dans le coup. Et Baltimore à 2-5, c'est quand même compliqué l'affaire, mais tout est possible, quoi. Si Lamar revient, je les vois pas remonter avec un Tyler Huntley au poste de quarterback, en tout cas. Pierrot, non? Oui, non, je trouve qu'en AFC, ça commence on voit à peu près où on va. Effectivement, moi, je pense que les Ravens, ils peuvent le faire. Il y a une petite fenêtre, là, surtout que, bon, les Bengals, les Browns, les Steelers, moi, j'ai aucune certitude. Donc, je pense que c'est pas encore tout à fait mort pour eux. Bon, c'est clair qu'ils ont grillé tous leurs jokers. Hein. Je pense que là, on est carrément sur des matchs éliminatoires en cas de défaite, mais j'y crois assez, quoi. Je ne dirais pas pourquoi l'année dernière, ils ont quand même roulé pas mal sur cette division. Oui, ils ont des blessés comme toutes les équipes, hein, forcément. Mais si Lamar retrouve son niveau, il y a moyen, je pense. Il y a moyen. Ah ouais, je suis d'accord que tous les matchs sont gagnables pour eux, on va dire. Marrant parce que c'était un peu le thème de cette soirée quand on parlait de la bilan de la saison. NFL is broken. Et ça n'a pas manqué la semaine dernière. On a eu des pronostics assez virulents en disant les Dolphins,
Falcons, ça va être facile, ils vont les massacrer. Victoire des Falcons 34-10, sans appel. Et aussi Texans à domicile. Ouais, mais non, mais Texans c'est trop faible, ils vont pas gagner 49ers. Victoire des Texans, 15-26. NFL broke again. Des avis sur ces deux matchs que je trouve assez similaires dans un sens en tout cas, c'est qu'on croyait pas ça venir. Pierrot. 25 yards de Bijan Robinson. Moi, je l'ai en fantasy. La violence. En fantasy, La violence. Aïe, 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 aïe. j'avais même mis Algier et lui. Ah, mais j'étais content. Incompréhensible. Franchement, contre le pire on-stop de toute la NFL, 25 yards, c'est pas possible. Alors, c'est pas que la faute de Kirk Cousins, ça, bien sûr. Je pense que c'est un facteur qui est rentré en jeu. Très surpris, vraiment. Mais c'est ça, la NFL, c'est ce que je trouve, c'est incroyable, quoi. Franchement, je pense que personne n'avait vu. Je pense qu'il y a quelques survivors, là, les mecs, ils ont perdu, quoi. Parce que franchement, Ah je oui, pense oui, que oui. En tout cas, dans ma série de Survivor, je sais qu'il y en a 2-3 qui l'ont misé. moi aussi, je peux le souvenir. Non, mais après, moi, après, oui, je suis étonné que les Dolphins performent comme ça. Mais par contre, les Falcons, pour moi, c'est l'équipe la plus imprévisible de la NFL. Illisible. De loin. Une semaine sur deux, c'est de brillant à catastrophique, enfin médiocre. Je sais pas. C'est pour moi l'équipe la plus imprévisible de toutes. On encensait la défense des Falcons, et là elle est passée deuxième, derrière les Texans qui ont gagné le match. Mais du coup, c'est plus la meilleure défense de la NFL et nos amis des Falcons. Mais c'est vrai que c'était un peu catastrophique, que ce soit à la passe ou. Pareil, on taquinait Bob Struslick, l'ancien coordinateur offensif des Texans, et ils nous ont dit attends, laisse-moi faire 4 TD à la passe, merci, au revoir. Et c'est vrai qu'on taquinait beaucoup le run-stop des Falcons, et là, des Dolphins, et là, ils nous ont fait un masterclass. Effectivement, 25 yards Bijan, Algier 4 courses, 4. Bon, il a marqué un TD quand même, mais 4 courses, 4 yards. Voilà, on est constant. C'est très drôle parce qu'Algier, sa plus longue course, c'est 6 yards. Donc au moins, on est. Waouh! Voilà, quoi. Il a une course plus longue que le nombre de yards après derrière, quoi. Que du négatif après, sûrement. Mais ouais, c'est vraiment été un match très compliqué offensivement. Est-ce la fin de Kirk Cousins? Pour moi, ça y ressemble quand même. Parce que là, moi, je veux bien contre certaines équipes galérer offensivement, mais là, on affronte une des pires défenses de la NFL et on arrive péniblement à faire 200 yards. On marque un seul TD, c'est quand même très dur. Hein. Avec un seul sac concédé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul sac concédé, mais ouais, forcément, hein, je pense qu'on se rapproche de la fin pour lui. Est-ce qu'il faut le jeter sous le bus? J'en sais rien, parce que de toute façon, il n'y a pas trop le choix que de composer avec certains. Pour moi, il y a bien pire comme backup, hein, on va être honnête. Et je pense que les Vikings, à l'heure actuelle, s'ils sont privés de McCarthy et de Wentz, seraient bien contents de récupérer un Kirk Cousins. Mais voilà. Pour moi, ça reste quand même la fin. C'est des signes avant-coureurs d'un quarterback qui est sur le déclin, en tout cas, je trouve. Un mot sur Kirk, Pierrot? C'est la fin là, ce coup-ci. Hein. Enfin, je vois pas trop. Ça fait 1 an et demi qu'il joue pas. 1 an qu'il joue pas. Je pense qu'il a clairement perdu son poste. En tout cas, je voudrais bien être son agent. Hein, parce qu'il négocie des contrats de fou. Ouais, j'allais dire, il y a ça aussi comme problème. Lui, il a le meilleur agent du monde. C'est bizarre, il y a des contrats de fou partout. Et deuxième surprise, j'en parlais au début pour l'introduction, donc Texans contre 49ers. Vous voulez savoir les séries offensives des 49ers, à quoi ça ressemblait? punt, touchdown, punt, interception, turnover on downs. Oh là là. On a quand même, alors c'est très rare en NFL d'avoir aussi peu de jeux. 42 jeux en un match, c'est pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. En comparaison avec les Texans qui en ont fait plus de 75, donc on a vraiment très peu de jeux. 32 jeux à la passe pour les 49ers, 10 à la course, péniblement 48 yards, dont une longue course de Mac Jones quand même. Donc Mac Jones, à savoir que Christian McCaffrey, c'est 8 courses, 25 yards. Donc c'est assez pénible offensivement. On encensait Kyle Shanahan, on disait que c'était un génie, qu'il était trop fort, mais bon, peut-être que encore une fois, c'est pas suffisant, comme je disais au début de l'émission, d'avoir un bon coach pour gagner des matchs. Et les Texans qui se relèvent doucement, on se moquait beaucoup d'eux. CJ Stroud qui fait un match plus que correct contre quand même une bonne défense des 49ers. Offensivement, ça drive.
presque 450, plus de 450 yards en offense. On y croit au retour des Texans? Pierrot, Moyennement. Oui, les Texans, oui, je pense que c'est un peu mieux Stroud, c'est un peu mieux depuis 2 semaines, là, clairement. Pourtant, la ligne offensive, elle est vraiment pourrie, quoi. Je voudrais dire un mot sur les Niners, parce que franchement, je pense qu'ils sont décimés par les blessures. Et au bout d'un moment, tu payes, quoi. Je pense qu'ils ont tenu. Moi, franchement, je pense que la fin de saison, elle va être très difficile, quoi. Peut-être le retour de Ayuk, si je dis pas de bêtises. Mais là, c'est pas possible. Je crois qu'ils ont appris, genre 2 minutes avant le début du match, Bryce Huff, qui est out. Enfin, c'est très, très dur pour eux, je pense. Il y a un cimetière là-bas, quoi. Je sais pas, il y a un karma, c'est un truc de fou. C'est notre running gag de parler de la féminine des 49ers. Il n'y a pas un bon docteur, en tout cas, là-bas. Ouais. Ça fait 8 ans qu'ils ont le même. Je écoutais un truc ce matin là-dessus. Ça fait 8 ans qu'ils ont le même médecin. Je pense qu'il devrait se poser des questions quand même, quoi. Franchement. D'ailleurs, on dirait qu'ils n'ont pas de running back. On dirait qu'ils n'ont pas de running back aux 49ers parce que le seul run qui court, c'est McCaffrey. Hein. Mac Jones, bon, voilà, c'est le quarterback qui court, à mon avis, qui scramble. Le reste, c'est McCaffrey qui court. À croire qu'il n'y a pas d'autres running back pour tourner et tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant. Alors, 49ers à voir, c'est la NFL, c'est comme ça, c'est une surprise, mais je pense pas que leur saison est foutue, loin de là. Effectivement, il faudrait voir pour les blessures parce qu'au d'un moment, c'est drôle, mais je pense que Shanahan, je pense que dès qu'il voit le médecin, il doit pleurer un peu, lui. Mais effectivement, je pense pas que ce soit la fin. Les Texans, c'est encore un peu tôt pour dire que c'est un revirement, mais ce serait quand même un beau revirement de Miko Ryans pour ces 2 premières saisons. Là, il est en plein dans la galère du coaching. Donc à voir ce que ça va donner. Je les vois bien faire un trade pour un pass rusher, les Niners, là. Si vraiment ils sont encore dans le coup pour les playoffs. Ici, ils ont chopé. Bon, c'est pas un grand pass rusher, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un trade avec les Pats pour Keon White. Ouais. Ah oui, qui pour moi est un bon joueur. J'étais assez déçu de voir ce trade, mais force est de constater que ça ne marchait pas dans le système de Vrabel. Et voilà, c'est comme ça. Mais je pense que c'est le genre de gars qui peut performer s'il est bien coaché. Je pense pas qu'il était mal coaché, mais s'il est dans un système qui lui convient bien, il a un truc, ce mec. Très curieux de voir ses stats du côté de San Francisco. Ouais, moi j'aurais bien voulu voir Myles Garrett, mais Fort Browns, ils ont dit non. Ils ont dit plus de chances de gagner au loto. Littéralement. Hein. Ils ont dit va faire le loto, t'auras plus de chances que nous trade Myles Garrett. Hein. Qui avait l'air très frustré. Quand même, Myles Garrett, je voulais quand même souligner qu'il était très frustré après une performance historique, 5 sacs contre les Patriots. Ouais. Mais ça n'a pas suffi parce qu'ils ont quand même pris une raclée 32-13. Donc, encore une fois, en fait, ça ne sert à rien d'être un très bon joueur dans une seule. Encore une fois, je le souligne parce que je pense que certains doivent le comprendre. Que tu peux être un excellent joueur, si tu es tout seul, ça ne suffira pas. Non. Parce que quelqu'un qui regarde bêtement le score, il dit la défense des Browns, elle n'est pas beau, 32 points, mais tu sais que c'est collectif, tu sais que l'offense n'a pas avancé, tu sais qu'il y a eu des turnovers. Et il y a quand même Drake May qui a été saqué 6 fois dans le match, dont 5 par le même joueur, et malgré ça, il n'y a rien. Donc voilà, ça me permettra de rebondir sur qu'est-ce qui va se passer, parce que là, on est en train de prédire un peu l'avenir, de parler un peu de ce qui va se passer. On peut parler la semaine prochaine. Des super matchs qui nous attendent. Et quel first and out pour commencer? Baltimore Dolphins. On a qui gagnant? Le match des déceptions. Ah, c'est ça. Moi, je pense Baltimore quand même. Mais s'ils perdent celui-là, c'est mort. Hein. Pierrot parlait de victoire nécessaire, encore plus dans ce genre de rencontre. Retour de Lamar, normalement. Avec un retour de Lamar face à une équipe qui, normalement, est quand même pas folle. Donc, ils se sont réveillés la semaine dernière, mais je pense que le réveil était très temporaire. Donc, je pense qu'avec un Lamar... ça roule sans problème. T'es d'accord avec ça, Pierrot? Oui, j'y vais avec les Ravens. Ouais, sachant que moi je me rappelle d'un certain Ravens-Dolphins qui match du siècle aussi, où les Ravens menaient presque de plus de 25 points et qui ont pris le comeback en 4e quart-temps pour les puristes, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc après ce super... Alors, pour moi aussi je vois Ravens gagner. Un autre match, on parle de déception, Falcons-Patriots. Et moi, je vais faire un dossier. Est-ce que les Patriots n'ont pas triché pour avoir le calendrier le plus facile de la NFL? Ils ont un calendrier qui est catastrophique pour les suivre. C'est clair que je ne m'en plains pas. Après, c'est bien de pouvoir se tester contre des équipes plus costaudes. Et c'est clair que je pense que ce match-ci est un bon match test parce que
Après, je vais pas bouder mon plaisir, mais les victoires face aux petites équipes, c'était pas des 17-13 non plus. On a vu une belle victoire face aux Browns, malgré pas mal d'erreurs, une interception, un punt raté, un onside kick recouvert par les Browns, beaucoup de choses, et malgré tout, le score est assez faible. Et donc ici, c'est un match qui pour moi va être beaucoup plus serré que certains l'annoncent. On voit des grands Patriots, mais oui, les adversaires n'ont pas été fantastiques, hormis les Bills et cette belle victoire. Match intéressant, serré. Patriots à domicile, j'ai envie de les donner vainqueurs. Je reste quand même supporter jusqu'au bout. Et ce sera beaucoup plus compliqué la semaine suivante face aux Bucks. Pierrot? Ouais, j'y vais avec les Pats. Drake May, il est en feu. Franchement, dans la conversation du MVP, c'est peut-être un peu abusé, mais je trouve ce qu'il fait, c'est quand même assez remarquable, quoi. Et voilà, donc j'y vais avec les Pats. Sans souci, normalement. Ouais, sachant que les Patriots, dans tous leurs matchs qu'il leur reste, il leur reste les Bucks à 6-2 et les Bills à 5-2, le reste sont en négatif. Hein. Ouais. Donc, qui n'ont même pas 3 victoires, il me semble, dans tous les matchs qu'il leur reste, à part les Falcons. Si, il y a les Bengals à 3-5, mais sinon, c'est les Jets, les Ravens, Après, les Dolphins. ils ont le même calendrier que les Jets, à peu près, quoi. Non, alors, il est un cran en dessous parce que les Jets ont fini 3e et les Patriots 4e. Ils jouent les 3e de division. C'est un peu mieux. Hein, tu vois, toi, tu as de la chance d'avoir les Titans, par exemple. D'ailleurs, sans transition, les Titans qui affrontent les Chargers qui nous ont bien surpris quand même. On disait match pas convaincant, Chargers Vikings, mais quand même mis 37-10. Titans, je pense, ça fait partie des équipes où c'est compliqué à parier pour eux. Quoi. À part de grave crise, Chargers, je pense qu'ils vont gagner ce match-là quand même. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Ouais, Chargers. clairement. Moi, en tout cas, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement, mais voilà. Attention à ne pas dire ça. Je sais, tu sais bien, on dit plus. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai dit on ne sera jamais, les Colts vont perdre. Non, ils ont massacré au final les Titans. La bataille du orange, qui a le plus beau orange entre les Bears et les Bengals. Donc, pas un match qui donne envie à regarder, pour être honnête. C'est un match de foireux, ça. J'ai dit Chicago, mais bon, ça va pas être super. Ouais, Flacco s'est pas entraîné là aujourd'hui et hier, je crois, si pas de bêtises, il a un problème à l'épaule, le recours de Browning. Non, j'y vais plutôt avec les Bears, moi. Ouais, je mets les Bears, mais je suis jamais très convaincu quand je mise les Bears. Franchement, c'est. On est pas d'accord. Bears qui pourrait finir à 5-3. Oui. Mais bon, il y a le bilan et il y a le niveau. T'as dit les Bears aussi? Ok. C'est unanime, quoi. Ouais, ok, prochain match. Et attention surprenant. Attention à l'upset pour ce match-là. Colts Steelers à Pittsburgh. Et attention, les Colts, la défense des Colts, c'est pas ça non plus. Et attention, moi, ce match-là, il fait partie de ces matchs à faire gaffe. Ouais, moi je le dis depuis le début, ces Steelers pour moi ils sont surcotés, donc je dis les Colts. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais ouais, leur bilan est bien trop flatteur, ces Steelers. Il manque tellement un deuxième receveur aux Steelers à côté de Metcalf, c'est vraiment, je pense, donc j'y vais plutôt avec les Colts aussi. Oui, moi j'allais dire les Colts, mais je pense pas que ça va être un match aussi facile que ça. Je pense que ça va être un match assez test aussi un peu pour les Ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est un bon test pour les Colts. Attention, 49ers Giants, sachant que Giants ils ont Scalebo qui est out, la super phénomène, bon, on se disait qu'elle allait se blesser un jour le pauvre parce que il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Ça a été un peu plus vite que prévu, mais 49ers à New York, 49ers qui n'est pas si favori que ça. Mais quand même je les vois gagnants, mais attention, moi ce ne serait pas une surprise du siècle si les Giants puissent s'imposer un peu parce que 49ers c'est quand même compliqué en ce moment. Ouais, d'accord avec toi, ça va être un match serré pour moi, low scoring game avec peut-être un 19-16 ou quelque chose comme ça, quoi. Niners aussi avec le retour de Purdy, normalement Ricky Pearsall aussi, je dis pas de bêtises. Normalement qui fera du bien. Ouais, ça va reprendre un peu de jus en attaque, quoi. Ok. Broncos Texans à Texas, à Houston. Houston est favori et encore. Je sais pas ce qu'il y a avec l'Energy Stadium, mais encore Houston qui est favori pour ce match-là. Je trouve ça un peu fort de les mettre favoris, mais. C'est exactement ce que j'ai la semaine dernière. Ouais, c'est ça. J'allais dire, je me demande comment ils font leur truc parce qu'ils étaient larges favoris face aux Niners avant la rencontre. Et là, non, moi
Après, je vois un beau match, mais je vois une défaite d'une courte tête des Texans. Pierrot. Ouais, la défense des Texans contre l'attaque de Denver, ça peut être sympa. Ouais, moi, j'y vais plutôt avec Denver. Ouais, plutôt avec Denver. Ouais, Denver quand même. Ok, moi j'allais dire Denver aussi. Prochain match, c'est hallucinant. Parce que l'an dernier, c'était un des matchs du siècle. Peut-être absolu cinéma, à savoir Vikings-Lions. Faut pas oublier qu'à un moment, ces deux équipes étaient à 14-2 et que c'était le match pour la première place de la NFC en dernière week. Et maintenant, c'est un match de la purge. C'est triste. Mais je pense que les Lions vont gagner. Et ils sont là, les Vikings, c'est quand même la pire possibilité, c'est d'avoir lâché Darnold, parce que on peut critiquer Darnold en playoff, mais en tout cas ils y sont allés en playoff et ils étaient plus que compétitifs. Encore une fois, c'était à 14-3 l'an dernier, c'était pas non plus la pire des fiches. Donc voilà, donc je vois quand même les Lions gagner assez fortement. Ouais, moi aussi je vois une belle raclée. Lions aussi, en plus à Jefferson qui commence à faire la gueule sur le bord du terrain. Je pense que ça peut vite partir en brioche cette histoire. Et qui sera quarterback du côté de Cartier, normalement, s'il joue. S'il joue, ouais. S'il joue pas, c'est qui derrière? Est-ce que ce serait pas Desmond Reader par hasard? Oh la vache. Que Dieu ait pitié de notre âme. Après ce clash de la NFC Nord, un autre match de la NFC Nord, avec une des équipes de la NFC Nord, l'équipe des Packers qui n'a perdu qu'un seul match contre les Browns. Ça va les hanter toute la saison, je vous le dis. Je confirme. Contre les Panthers. Panthers qu'on disait attention contre les Bills, ils sont pris une raclée monumentale. Green Bay qui est largement favori pour ce match-là, donc je vois pas de surprise quand même à Lambeau, Packers gagnant. Je vais laisser Pierrot parler de ses petits protégés. Oui, surtout que là, je pense qu'une des forces des Panthers, c'était le jeu au sol avec Rico Dowdle et Hubbard. Bizarre d'ailleurs qu'ils aient donné plus de ballons à Hubbard qu'à Dowdle qui était en feu. Bon, mais notre force, c'est plutôt le run-stop. Assez confiant sur le match, quoi. Surtout qu'avec Tucker Kraft, on est pas mal là. Si Love peut le trouver 2-3 fois, ça peut faire mal. Ouais. Je vais pas parier pour mon équipe, mais j'y vais avec les Packers. Sur celui-là, ouais, je comprends que tu y ailles les yeux fermés. Ouais. Prochain match, le match de l'année, un Thursday night en puissance, Jaguars Raiders, mon Dieu. Je vais dire à Auckland, je suis trop vieux. À Las Vegas. à Las Vegas, Jaguars favori. On parlait de Jaguars un peu en pente descendante, mais là, les Raiders, c'est quand même très compliqué. Pas très convaincant du tout. Je pense quand même les Jaguars vont gagner ce match-là, parce qu'on est un peu dur avec les Jaguars pour les deux derniers matchs, mais quand même il y a eu des belles choses, et que là, quand même la dernière fois qu'ils ont joué il y a 2 semaines, les Raiders, c'était 31-0, hein. C'était la purge totale contre les Chiefs, hein. Ouais, c'est deux équipes qui sont au fond du trou pour moi. Honnêtement, j'ai envie de... C'est un peu sévère, hein, mais j'ai quand même envie d'utiliser mon mantra de deux mauvaises équipes s'affrontent, je vais miser sur l'équipe à domicile. Et allez, je vais faire le fou, je vais miser Raiders sur celui-là. Ce sera sans doute la seule fois de la saison. Pierrot, non, j'y vais avec les Jaguars. Je crois qu'il y a le retour de Brock Bowers du côté des Riders, et je crois qu'il y a Brian Thomas qui est pas très en forme du côté des Jags. Donc j'aimerais par exemple voir plus de Travis Hunter en attaque. Ça me plairait bien. Donc j'y vais avec les Jags. C'est le seul qui était bon à Londres d'ailleurs. Un peu plus. À Londres, il a été meilleur, ouais. À propos de Londres, Brian Thomas Jr. qui serait dans la trade block, qui serait une connerie monumentale, mais à mon avis, ils font ce qu'ils veulent, les gens. S'ils veulent faire des âneries, ils font des âneries. D'ailleurs, en parlant de Londres, les Jaguars, ils ont joué qui? Ils ont joué les Rams. Les Rams qui vont affronter à domicile les Saints. Changement de quarterback du côté des Saints. Tyler Shaw qui nous a fait un magnifique pick la semaine dernière quand même. Voilà, donc pas trop de surprise, je pense. Ce match-là, c'est encore plus gros upset quand même que Raiders Jaguars ou que Titans Chargers. C'est quand même ce match-là où le plus favori pour les bookmakers. Je pense que les Rams, pas trop de difficultés dans ce match-là, à mon avis. Non, mais je suis curieux de voir ce que peut donner cette première performance d'un quarterback qui va affronter par contre une défense qui est vraiment chiante à jouer. Donc bon courage à lui, force à lui, comme on dit dans le jargon. Trop costaud les Rams. Tout à l'heure, pareil, on parlait de MVP. Moi, je pense que le Puka, là, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais.
On est pas Bon, loin. quelqu'un qui sera de retour? Normalement, oui, je crois. Hein. Normalement, On avait oui, dit après la baille. Ouais, dis pas de Honnêtement, bêtises. je pense que si le match se jouait pas à Londres, il aurait peut-être été de la partie. Ok, bon, ça va. Que les fans de fantasy soient rassurés. C'est ça. Prochain match. Un match qui est devenu un peu une référence dans le football, dans la NFL. Un match qui a fait quitter un expert l'émission. Chiefs Bills. C'est bête, c'est con. Chiefs Bills qui est devenu la rivalité un peu de l'AFC. Deux équipes qui sont Et tu revenues un peu en utilises le mot forme. rivalité quand tu parles de ce match-là. Rivalité. Kansas City contre les Bills. Kansas City qui sont revenus en force. Dernière victoire en date contre Washington. Malgré le fait qu'ils étaient quasiment 7-7 à la mi-temps, bon, défensivement, ils font le travail. Ils sont même très bons là en ce moment. Depuis les défaites contre contre les Jaguars, on a eu 17 points contre les Lions, 0 contre les Raiders, 7 contre les Commanders. Et de l'autre côté, on a Buffalo qui ont mal pris peut-être notre remarque comme quoi ça allait être serré contre les Panthers, qui les ont massacrés. Je vais quand même souligner la stat du jour, à savoir James Cook à la course qui a fait 19 courses, 216 yards, 2 TD, 11 yards par courtée. Mais est-ce que c'est le record ou pas, Rémi? On en avait parlé, c'est pas le record. C'est pas le record. Non, c'est bien. C'était Isaiah Crowell qui a toujours le record avec 14,6 yards par course en 15 courses. Mais voilà, je pense que ça va être un très gros match à Buffalo. Je vais dire les Chiefs, mais attention, là, vraiment, c'est un match le plus difficile à pronostiquer pour moi. Pierrot, on est d'accord, hein, c'est ça y est, c'est le Giverno, super quoi. match. Moi, les Bills, c'est ma deuxième équipe coup de cœur après les Packers. J'ai envie de dire, je préférais qu'ils perdent en saison régulière pour les battre en playoff. Parce que à chaque fois, on les bat en saison régulière et on se fait éclater en playoff, donc j'espère l'inverse. Normalement, super match. En tout cas, un match qui est immanquable pour moi, quoi. Ça a toujours fait des belles confrontations, donc il n'y a pas de raison que ça change. Ouais, je vais aller vers les Bills parce que à domicile, si je dis ouais, c'est à domicile. Ouais, à Buffalo, ouais. À domicile, saison régulière, on sait que c'est une combinaison qui marche bien contre les Chiefs, beaucoup mieux qu'en playoff et en déplacement, en tout cas. Sachant que c'est un match, encore une fois, qui traumatise des gens et qu'il faut faire attention. À 22h25, ce match-là, il sera plus le décalage. On salue quand même Olivier. Qui nous regarde du Pays Basque. Mais voilà, ça reste un match quand même assez particulier, assez serré. Mais le prochain match va être beaucoup moins sexy. Les autres matchs du Monday Night, du Sunday Night, excusez-moi. Seahawks Commanders. J'ai beaucoup encensé les Commanders. Là, c'est l'écroulement total. Marcus Mariota, c'est plus ce que c'était. C'est saut 2000 longtemps. Et les Seahawks qui sont dans une bonne pente quand même globalement. Et grande surprise, alors extrême surprise. Commanders qui sont un peu favoris quand même. Hein. Alors je blague pas. Les Commanders sont favoris parce qu'à domicile, alors. According to ESPN Analytics, 56% pour les Commanders, c'est quand même beaucoup. Je sais pas pourquoi. Moi, je vois pas comment, parce que je pense que les Seahawks vont. Alors peut-être parce que Washington, Seattle, c'est pas à côté. Mais c'est le Maryland, mais c'est pareil. Mais voilà, donc à voir ce que ça donne. Mais Seattle quand même, pour moi, sont largement favoris et ça va être la bataille pour la NFC West. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, pour moi, c'est Seattle d'office, sans trop trembler. J'ai mis Seattle, mais je pense que c'est quasiment un must-win pour les Commanders. Ça commence à être chaud. Ouais, et retour de Jalen Daniels, McLaurin qui revient. Là, il faut que ça clique maintenant parce que je pense que ça va être trop dur de rattraper le retard au bout d'un moment, quoi. Mais j'ai mis Seattle. Ouais, il y en a un, il a fait une blague qui a dit on dirait que les Commanders, leur objectif c'est de faire une bonne saison tous les 13 ans. Tous les 13 ans, il faut une bonne saison et puis ils disparaissent. L'an dernier, incroyable, finale de la NFC, Jalen Daniels, rookie, machin. Pouf, cette année, ils sont presque à 3-6, quoi. Et le dernier match, le match des. Je sais pas trop quoi penser parce qu'ils perdent, mais au final, ils sont peut-être pas si mauvais, mais en fait, à chaque fois, j'hésite avec eux, mais parce que, en fait, tu vois, c'est compliqué le football, mais en fait, c'est un peu compliqué. Exactement cette description-là que j'allais donner. Voilà, Cardinals Dallas à Dallas.
Dallas qui nous a un peu déçus offensivement, parce que défensivement, on s'attend pas à grand-chose, ça sert à rien. Mais offensivement, on pensait marquer un peu plus de points. Arizona, comme j'avais souligné la semaine dernière, ils n'ont fait que perdre de moins d'un TD dans tout le monde. Packers, Colts, Titans, Seahawks, 49ers, tous leurs matchs, même remportés toujours d'une possession. Et je pense que c'est un must-win pour Gannon. Parce que là, on disait un must-win pour les Commanders, là c'est un must-win pour Gannon, parce qu'à mon avis, sinon, il va rejoindre Callahan. Hein. Ouais, assez d'accord avec toi. Mais Pierrot, NFC alors, Cowboys ou Cardinals? Non, je vais avec les Cowboys, mais effectivement, le 26-23 des Packers contre les Cardinals, c'est un match qu'on ne doit pas gagner, hein, les Packers, quoi. Et effectivement, ils perdent pas beaucoup. Mais l'offensive des Cowboys, je suis assez impressionné, là, le duo pick and slam, ça roule. Jonathan Williams à la course, c'est costaud, donc je les vois quand même battre les Cards. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être un match serré parce que les Cards ont l'art de perdre des rencontres serrées. T'as parlé de ton exemple, mais c'était pas le seul. Ils ont fait une belle série de matchs avec 7 points ou plus d'avance dans le dernier quart et défaite au final. Donc pour moi, ils vont rester dans cette optique-là. Et victoire donc du coup d'une courte tête, mais dans un match qui en fait peut être assez sympa à regarder malgré tout. Voilà, c'était le dernier match de la semaine. Moi, j'avais une parenthèse. J'aime bien parler de NCAA juste pour faire chez l'autre, mais moi aussi, j'aime bien parler de ça. Vous avez vu la news comme que Steve Sarkisian serait intéressé pour retourner coach en NFL et pour la poste des Titans. Et moi, j'avais une remarque. S'il part, c'est-à-dire qu'on aura le job de Texas, LSU, Florida, Penn State, Oklahoma State, UCLA de libre. J'aurais jamais vu ça, je pense, de ma vie. Oh, autant le NFL, le coaching carousel, pour le moment, est assez calme. Il n'y a rien de très gros qui est en vue. Autant celui de la NCAA, je pense qu'il sera légendaire parce que tu as littéralement presque tous les plus gros programmes actuels qui seront libres à leur place. Donc moi, ma question, c'est Rémi Pierrot. Quelle équipe vous aurez choisi et pourquoi? Oh, c'est beau ça. Moi, je t'avoue, j'ai ma petite préférence pour Penn State. J'aime bien parce que c'est une équipe qui me plaît. Mais voilà, sinon c'est compliqué à dire, hein, franchement. Et toi, t'as une idée derrière la tête quand tu dis ça. C'est qui, toi? Non, alors moi, il y a deux manières de penser. Soit je pense cadre de vie, et pour avoir été à Rosewood du UCLA, c'est sympa. De la plage, c'est joli, c'est sympa. Quelques expériences là-bas personnelles qui ont été fort sympathiques à UCLA. Sinon, d'un point de vue purement football, le South, c'est le South, hein. Mais si la passe de Texas est libre, le budget qu'il y a, la manière dont tu peux bosser à Texas, c'est tout ce que tu as limité maintenant que tu es en ACC. Arch Manning, c'est intéressant, ouais, c'est clair. Alors moi, j'ai une vraie question, c'est est-ce que ça veut dire que Sarkisian il est en train de fuir Arch Manning, quoi? Est-ce que il est en train de se dire, attends, j'ai peut-être le futur numéro 1 de tous les temps, et là au final, en fait, je vais partir en NFL parce que Arch Manning, c'est pas ça. Il part en NFL pour le drafter l'année prochaine ou moi, je crois pas. Non. Alors, deux équipes qui ont fait ça, qui ont pris un quarterback au premier tour et qui en ont pris un autre le tour d'après, c'était les Cardinals avec Rosen et Kyler Murray. Kyler Murray, ouais. Ouais, exact. Il y en a un meilleur que l'autre quand même. Mais Rosen, je croyais en lui. Et Pierrot, alors, t'as une idée? LSU, moi. Ça, pour le côté Nouvelle-Orléans, ça peut être sympa. Ouais. Ambiance sympa aussi. Ouais. Enfin, c'est à battre. LSU, c'est bâton rouge. Ouais, c'est bâton rouge, c'est ça. Ouais. Comme disent les Ricains, bâton rouge. Et à propos de bâton rouge, le bâton est fini, le bâton de la parole est terminé. Voilà, l'émission est terminée. On a bien rigolé, on a bien s'amusé. Likez la vidéo, très sympa. Likez la vidéo, partagez, commentez, dites votre avis, dites des questions de quoi on peut parler. On peut parler de tout et de n'importe quoi, que ce soit de la NFL, de la NCAA, du championnat français, de la fenêtre, je sais pas moi, des frites belges. Rémi peut nous parler des frites belges. Je vous ferai un exposé à l'occasion. Voilà, et donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et en tout cas, merci Pierrot d'être venu, d'être notre invité. Merci pour l'invitation. Bon week-end. Merci Pierrot, c'était super sympa. Et voilà, et on vous souhaite une bonne soirée et restez attentifs pour la Week 10, il va se passer un truc, je sais pas encore, mais il va se passer un truc. Il va se passer des singeries. Salut. Single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people come
Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. La mini nica s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people